Bonjour à tous, et donc bienvenue à cette session qui est donc consacrée à SSAS, donc Analysis Services en mode tabulaire. Une session qui va être riche en retours d'expérience à la fois client et support, donc voilà, ça va être je pense assez instructif. Je me présente, Aurélien Coppel, je suis responsable technique de compte chez Microsoft dans l'entité, dans l'équipe premier ADM, et je suis accompagné aujourd'hui de Didier Simon qui est ingénieur d'escalade au support au niveau Europe sur toutes les technologies MSBI et notamment sur SSAS, que ce soit tabulaire, multidim. Donc si vous avez des cases un petit peu compliqués qui sont ouverts au support chez nous, c'est probablement Didier qui en bout de chaîne finira par le prendre et qui a une très bonne connaissance des technos et un accès au code même de l'application et un accès aux équipes produits. Donc voilà, on a de la chance aujourd'hui de l'avoir aujourd'hui sur cette session. Également, un invité je veux dire spécial, Sandra Sauré, bonjour, qui est responsable BI chez Vinci Construction France, et donc qui va venir témoigner sur une implémentation de tabulaire chez elle, donc dans son entreprise en tout cas, dont elle va parler dans quelques minutes. Alors, avant de commencer, je voulais juste faire un petit peu de pub pour l'équipe à laquelle j'appartiens chez Microsoft, donc l'équipe premier, qui propose un certain nombre d'accompagnements pour vos projets BI, qui s'articulent autour de 3 thèmes. Un, tout ce qu'on appelle l'Educate, tout ce qui permet la montée en compétences de vos équipes sur nos technologies. Alors c'est sous forme de workshop, des ateliers qui ont lieu chez nous ou dans vos sociétés. C'est souvent assez poussé techniquement, on est sur du level 300-400, donc c'est vraiment pour des personnes qui connaissent déjà et qui souhaitent encore progresser sur la technologie. On a également la possibilité de venir plus, pas sous forme de formation, mais de transfert de compétences personnalisées sur vos projets. Donc ça c'est vraiment toute la brique Educate. On a ensuite toute la partie prévention, donc comment réduire finalement les risques d'incidents en production sur vos environnements MSBI. Ça passe par des audits, soit des audits de code, SSAS, SSIS, ou des audits d'infrastructure, donc par exemple un audit de votre serveur SQL Server relationnel, ou encore un audit de votre serveur SSAS. Okay. Donc Educate, Prevent, et enfin la dernière brique, c'est l'optimisation. Optimiser ce que vous avez mis en production. Donc soit rechercher des perfs côté SQL, soit mettre en place du monitoring, et ça on va en parler un petit peu plus dans la session après, sur SSAS, ou encore optimiser des packages SSIS. Voilà un petit peu tous les sujets qui nous occupent au quotidien dans les équipes premiers sur la partie BI. Alors, dernier petit slide de pub là, pour nos sponsors, donc sur l'événement qui est, je pense que cette slide vous l'avez vu à chaque session. Mais merci encore à eux du coup de sponsoriser chaque année l'événement, et c'est grâce à eux finalement qu'on peut aujourd'hui être dans cette salle et avoir toute l'infrastructure autour de l'événement. Alors l'agenda de la session d'aujourd'hui, on va commencer avec Sandra du coup pour la partie témoignage. Ensuite, on fera un bref rappel sur les différences entre les modèles tabulaires et multidim de Analysis Services. Le but, c'est pas de faire toute la session sur cette différence entre les deux, parce que ça a déjà été abordé dans pas mal d'autres sessions dans le passé, mais c'est bien quand même de faire une petite piqûre de rappel avec les points essentiels et les critères au vu d'aujourd'hui avec un peu de recul. Voilà, quels sont les critères déterminants dans le choix. Et après, je laisserai la parole du coup à Didier qui fera des recommandations issues de cas réels au support. Donc voilà toutes les recommandations qu'il pourra vous faire sur vos projets tabulaires, et on fera aussi un tour des outils de monitoring et diagnostic qui peuvent exister, que ce soit publiquement ou en interne chez nous, pour optimiser vos modèles. Et enfin on finira sur une partie Q&A. On va laisser un petit peu de temps quand même sur la partie Q&A pour que vous puissiez vraiment nous faire vos retours et poser les questions que vous avez en tête. Alors, commençons tout de suite avec la partie témoignage. Donc déjà, je voudrais remercier Sandra d'avoir accepté notre invitation à venir finalement s'exprimer pendant cette session. C'est la première fois du coup que tu témoignes sur le projet. Donc, je te remercie de nous avoir réservé l'exclusivité. Merci aussi à vous de m'avoir invité pour ce témoignage. Je suis ravie de venir parler du tabulaire et du multidim avec vous. Alors, on a un petit effet Larsen avec le... Bon, ok.
Apparemment, on ne peut rien y faire. Alors, juste pour resituer peut-être Vinci Construction France, c'est un certain nombre de... Enfin, c'est une société, je pense, qui est connue par la plupart d'entre vous. Juste pour resituer quelques chantiers emblématiques, Sandra. Alors, on a la Fondation Louis Vuitton, Bois de Boulogne, là, qui vient de sortir, qui est très reconnue en ce moment. La Tour Odéon à Monaco. Vinci Construction est aussi en train de faire pas mal de stades pour l'Euro 2016. Donc là, on voit le stade de Lyon. Et on a un pont Chabandelmas à Bordeaux. Donc tout ça pour dire que Vinci Construction fait pas mal de chantiers dans toute la France. Ouais. Okay. Merci. D'accord, donc merci Sandra pour les petites précisions. En fait, oui, je crois qu'avec le micro, ce qui nous est, c'est qu'il ne fallait pas l'orienter vers là, c'est ça ? D'accord. Merci de l'information. Alors, si on peut passer juste au slide suivant pour avoir quelques chiffres clés sur l'entreprise, pour resituer vraiment aussi le contexte avec le nombre d'employés, par exemple. Oui. Donc Vinci Construction, c'est 6,8 milliards de chiffre d'affaires, 23 500 collaborateurs et presque 10 000 chantiers. Donc Vinci Construction, c'est reconnu pour le bâtiment, l'hydraulique, les métiers de spécialité, le génie civil. Alors sur les 23 500 collaborateurs, pour l'instant, je pense que tous ne sont pas encore adressés avec le projet BI, mais on va voir qu'il y a déjà une bonne partie qui participe déjà à ce projet. Donc peut-être avant de vraiment focuser sur les chiffres clés du projet, peut-être nous rappeler un peu le contexte métier, quel était l'existant et quelle a été la demande du métier sur ce projet-là. D'accord. Donc tout a commencé par le contrôle de gestion. Donc chez nous, on a le contrôle de gestion qui utilisait un outil BO, juste pour la France. Et le groupe au-dessus, Vinci Construction, a voulu unifier un outil unique à l'international et multidevise. Donc BO ne répondait pas du tout à ces problématiques. Donc, on m'a demandé d'étudier ce qui se faisait comme outil BI et je me suis orientée sur les outils BI de Microsoft pour moderniser les outils. D'accord. Alors, peut-être regardons un petit peu les chiffres clés concernant le pays. Donc, je disais pas 23 000 utilisateurs aujourd'hui, mais déjà 1 500, ce qui est déjà un très bon début pour ce projet. On a commencé en 2011 et donc voilà, de 2011 jusqu'à maintenant, on en est à 1 500 utilisateurs. On est à 7 pays, donc principalement orientés en Afrique. On a du Congo, Guinée équatoriale, Maroc. On a toutes les dom-tom et on continue à déployer la MSBI dans le monde. On continue. Et avec de la sécurité derrière, hein, qui oui, permet, voilà, chacun a son propre contexte. On a une forte contrainte sur la sécurité des données puisque tout le monde ne peut pas voir les données de la France ou du Congo, etc., ou du Tchad. Donc du coup, on a su mettre en place un cube sécurisé par utilisateur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu les volumétries. Donc, on commence à être sur un modèle déjà intéressant, hein, de 190 gigaoctets de données dans le data warehouse, oui, dans le relationnel. Avec une table de fait de 150 millions de lignes. Et le cube tabulaire qu'on a mis en place, il fait 8 gigas de RAM et 500 mégaoctets. Ouais, ce qui est finalement un très bon taux de compression, hein, parce qu'on est quand même parti de 190, ça fait à peu près 95% de taux de compression, ce qui est plutôt dans la fourchette haute, hein, sur le tabulaire. On parle souvent de compression entre 10 et 100. Là, on est vraiment proche des 100%. Donc là, on voulait vous montrer un petit, le schéma relationnel de mon modèle tabulaire. Donc j'ai bien respecté le modèle en étoile. On a 3 tables de fait et 8 tables de dimension qui sont autour. C'est un modèle qui a beaucoup évolué, hein, qui était beaucoup plus complexe, si je me rappelle bien, au départ du projet. Il était un petit peu flocon sur certains endroits. Il est bien devenu étoile par rapport aux contraintes aux problématiques qu'on a rencontrées. Voilà, donc ça sera partie des points d'attention qu'on va citer, je pense, dans la suite de la session, à éviter notamment certaines cardinalités un petit peu fortes dans les schémas en flocon. On peut faire du flocon, mais il faut faire attention à certaines cardinalités qui peuvent être élevées
comme ça a pu être le cas sur ce projet. Alors ce qui est intéressant, je pense que, ce qui va intéresser aussi les personnes dans la salle, c'est que tu nous redonnes un petit peu les critères finalement qui ont participé à ce choix. Pourquoi finalement partir sur le tabulaire? Alors c'est vrai que dans les équipes MSBI, les équipes BI de Vinci Construction France, il n'y avait pas du tout de MSBI mise en place à l'époque. Il y avait du CBO qui était en place. Il n'y avait que BO et rien sur les technos Microsoft. Par contre, chez Vinci Construction France, on a un fort contexte Microsoft. Donc, on est beaucoup sur les produits Microsoft. Et du coup, notre étude, elle s'est orientée sur les produits de la BI de Microsoft. Voilà. Et alors, donc, il n'y avait pas déjà de connaissances en multidim ou en tabulaire. Donc, quoi qu'il arrive, il y avait un nouveau langage à apprendre, une nouvelle techno à apprendre. Donc, finalement, c'est pas ça qui a pu driver le choix. Si du coup, moi je me suis orientée sur un langage simple à appréhender, donc le DAX, ça me convenait très bien. Et en plus, toutes les features requises pour faire ce que j'avais à faire étaient présentes dans le tabulaire. Donc je suis partie là-dessus. Et en prime, il y avait à l'époque l'outil PowerView qui était très intéressant et que j'avais envie de mettre en place. Et c'était le seul qui pouvait attaquer des cubes tabulaires. Voilà, alors c'est vrai que ça a un petit peu évolué de ce côté-là. Maintenant, il y a une nouvelle version d'Analysis Services Multidim qui est sortie et qui permet de recevoir les requêtes DAX et donc d'être interrogé via PowerView. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était que il n'y avait que tabulaire qui le permettait. Et même aujourd'hui, si on est dans Excel, pour l'instant, il n'y a que les modèles tabulaires qui peuvent être requêtés avec PowerView. Oui. Et alors, juste, c'est vrai que c'est important de préciser, comme en fait tu viens du monde relationnel. Oui. Voilà, c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure du DAX, c'est vrai que pour le coup, c'était peut-être un petit peu plus proche de ce que tu avais connu en SQL. Oui, tout à fait. Que le MDX, qui aurait été peut-être une nouvelle notion à maîtriser encore un peu. Et puis, il fallait déployer quelque chose rapidement, donc c'était vraiment parfait pour nos besoins. Alors là, avec le recul, du coup, maintenant que le projet est en production depuis quelques temps, qu'il y a des utilisateurs qui sont bien connectés, voilà un peu tes retours, quels ont été finalement les bénéfices de la solution? Et après, on parlera des points d'amélioration. Comme on le disait juste avant, donc avec ce langage DAX, donc, ce cube a été très facile à développer. Derrière, on avait aussi à mettre en place toute une infrastructure et des méthodologies de déploiement. Donc, avec le AS Database, l'assistant qui permet de déployer un cube, ça a été assez facile aussi. Donc en fait, on n'a pas trop trouvé... tout s'est fait assez facilement et simplement et rapidement et ça a bien répondu à l'urgence de ce projet. En plus, l'outil Excel, qui peut être l'outil end-user, c'était quelque chose un petit plus parce que j'avais pu constater qu'à l'utilisation de BO, les utilisateurs finissaient toujours dans Excel. Ils exportaient toutes leurs éditions dans Excel. Donc là, d'être sous Excel, c'était encore un gros avantage. La rapidité en termes de réponse. Donc à chaque fois qu'on coche un attribut, tout de suite on a le résultat qui apparaît. Alors que dans BO, il faut construire son rapport, exécuter. Donc il y avait une autre approche qui était très facile à vendre auprès des utilisateurs. Et en termes de développement, donc de pouvoir visualiser dans le Data Tools le modèle relationnel, c'est aussi un bel avantage. Bon, on a parlé des choses, des bénéfices. C'est vrai que maintenant on peut aborder aussi les points d'attention. Quelqu'un qui aujourd'hui se lancerait dans un projet tabulaire, quelles seraient tes recommandations, les points que tu as rencontrés un peu bloquants et un peu ton retour d'expérience dessus. Alors, le point bloquant par rapport à mon contexte, vu qu'on était sur de l'international, ce qui m'a manqué au départ, c'était de pouvoir traduire le cube en multilingue. Puisque comme on allait se déployer sur le monde entier, c'était juste la difficulté. Aujourd'hui, ça a été contourné avec des labels un en français, un en anglais, c'est ça? Non, finalement, on est resté en français. On s'aperçoit que tout le monde... il n'y a pas de problème. Les termes de la finance, ils se reconnaissent assez facilement. Donc, au final, on est resté en français. Donc ça fait partie de la to-do à transmettre aux développeurs du coup, pour la prochaine version. Et il y a une autre to-do, truc. J'avais beaucoup de champs dans ce cube. Et un autre problème qu'on a rencontré, c'est de pouvoir mettre dans un certain ordre les champs les plus importants pour les utilisateurs. J'ai au moins 40 champs, 40 mesures, avec 4 blocs de 40 mesures, et il fallait les ordonner dans un ordre d'importance. Et du coup, il a fallu qu'on les numérote. Voilà. Donc, par rapport à BO...
C'est aussi un point, BO, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut et ça s'affiche dans l'ordre qu'on veut, alors que là, on est obligé de numéroter chaque champ et quand on doit en insérer un, il faut décaler. Enfin, côté dev, on avait aussi une contrainte qui était de faire du quasi temps réel. Donc en fait, grâce à Didier Aurélien, on a cherché ce qui pouvait être mis en place. Donc on a mis du partitionnement dans les tables de fait pour ne processer que certaines périodes qui devaient être rafraîchies très rapidement. On a mis en place des process en parallèle, donc les dimensions d'un côté et les faits de l'autre. Et on a essayé de respecter au maximum le modèle étoile. Parce qu'au départ, on avait un peu de flocons. Et il faut savoir que si on a des tables très volumineuses en flocons, ça fait des produits cartésiens et des temps de réponse qui explosent. Donc en fait, il a fallu regrouper tout dans une seule table. On était sur des centaines de milliers de lignes, hein, c'est ça, oui. dans les deux tables en flocons. Donc c'est vrai que du coup, il y a la table de fait qui est 150 millions de lignes, 100 millions de lignes sur un flocon et un autre 100 millions de lignes. Donc quand on croisait les deux champs des deux tables de dimension, effectivement, c'était un petit peu lourd. Oui. Donc ça, s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est vraiment privilégier l'étoile et plutôt mettre fait et qu'une seule dimension en face et tout regrouper ensemble. Voilà. Et peu importe finalement le nombre de lignes dans la dimension, puisque derrière, après en plus, c'est compressé et le moteur le gère très bien. Alors, peut-être le mot de la fin. Alors le mot de la fin, donc cette migration vers BO, ça a été, vers MSBI, pardon, cette migration vers MSBI a été un succès. Donc tout le monde a abandonné BO. MSBI s'est fait connaître dans tout le groupe et du coup, depuis, j'ai pu développer 6 autres cubes, mettre en place 6 autres cubes tabulaires, là orientés métier. Donc pour les chantiers, on a des cubes pour le pointage des salariés sur les chantiers, on a des cubes qui gèrent le matériel, on a des cubes qui gèrent les achats. Et j'ai plein encore d'autres projets qui sont en file d'attente, donc c'est très prometteur ce qui nous attend. On a un très gros projet qui risque de fusionner tout, de faire qu'un seul cube global qui reprendrait tous les cubes existants du SI et en même temps de les mixer avec des données extérieures. Donc plein de projets très prometteurs pour les années qui viennent. Très bien. Mais écoutez, merci Sandra en tout cas de ce retour d'expérience. Je pense que vous pouvez l'applaudir en tout cas pour son partage. Alors, bon, effectivement, c'est un petit peu perturbant l'effet Larsen. J'espère que ça va pas malgré tout. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose ou pas, la technique. Baisser un peu le... Allô. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire la bref piqûre de rappel sur le choix. Quels vont être les critères du coup qui aujourd'hui, avec un peu de recul sur les deux technologies multidim et tabulaire, vont être déterminants dans votre choix en début de projet. Pourquoi est-ce que ce choix est si important ? Finalement, c'est un même produit. On a un seul modèle object. C'est finalement une même licence. En termes d'administration, certains éléments sont quand même assez proches. Si vous voulez faire un backup d'un modèle multidim ou d'un modèle tabulaire, ça va être la même méthode. Donc, au-delà de cette coquille, j'allais dire, qui est commune, tout le reste est quand même assez différent. Okay ? Donc, par exemple, si on regarde les prérequis matériels, il y en a un qui fonctionne en mémoire, l'autre qui va fonctionner avec des accès disques qu'il faudra optimiser. Il y en a un quand on crée un premier modèle en tabulaire, on ne peut pas après se dire non, finalement, je vais le convertir en multidim et vice-versa. Okay, donc, au début du projet, quand vous créez votre modèle, le choix est déterminant. Pareil à l'installation de l'instance. Okay, une instance, elle peut être soit en multidim, soit en tabulaire, mais pas les deux. Vous seriez obligé de recréer une nouvelle instance avec finalement l'autre mode SSAS. C'est un problème et pas un problème. C'est-à-dire que dans un projet BI, Sandra a parlé de la partie tabulaire aujourd'hui, mais finalement dans son projet, c'est pas ça qui a pris le plus de temps. Je pense que c'est plutôt la partie alimentation. Ouais, c'est la qualité des données, le regroupement des données qui a été le plus long. Donc c'est vrai qu'on peut aussi imaginer très bien un projet qui part dans un mode et qui au final pourrait être développé également dans un autre mode suivant les besoins. Mais disons, si vous pouvez dès le départ viser juste, c'est pas plus mal. Donc voyez un petit peu rapidement les points forts tabulaires. Qu'est-ce qui va driver un petit peu ce choix ? On en a parlé avec Sandra, c'est vrai que le temps de création du modèle est quand même beaucoup plus rapide que sur un multidim.
Okay, en quelques secondes, on peut avoir un modèle qui sera opérationnel. Alors après, bien sûr, il faut le compléter, il faut le rendre un peu plus sexy, un peu plus user-friendly, rajouter des calculs, mais déjà au moins sur la structure du modèle, très rapidement, vous pouvez avoir quelque chose. Le in-memory permet d'avoir des performances qui vont être bonnes à tous les niveaux, qu'on soit sur des niveaux agrégés ou sur des niveaux fins, ce qui n'est pas forcément le cas avec du multidim, où on est souvent sur plus de la performance au niveau agrégé. L'agilité du développement, contrairement au multidim, où quand on fait une modification sur une dimension, on va devoir reprocesser les tables de fait qui sont liées à ces dimensions, ce qui, si vous avez un petit historique, peut être une perte de temps, il faut le dire. Côté agilité, on a fait mieux côté tabulaire, puisque finalement chaque table peut être rechargée indépendamment, et vous avez juste un recalcul du cube tabulaire à refaire, pour pouvoir revenir sur un modèle qui fonctionne. Okay, donc pas besoin de recharger toutes les tables de fait si vous avez juste modifié une dimension. Donc ça aussi c'est un point je pense important. La simplicité de maintenance, alors plutôt aussi je ferais mieux de dire tuning, parce qu'en fait dans le multidim, si vous avez l'habitude d'en faire, vous avez des plans d'agrégation par exemple à maintenir, vous avez un certain nombre d'optimisations régulières à apporter à votre cube multidim. En tabulaire, on atteint assez vite finalement la performance optimale pour le modèle, ce qui est quand même assez plaisant. Voilà, il y a moins d'angles d'attaque, mais en même temps, on atteint assez vite sa performance optimale. Enfin, si vous êtes sur un mode de BI personnel et entreprise, donc vous avez l'utilisateur qui utilise Power Pivot par exemple, que vous voulez retrouver ce qui a été créé par l'utilisateur et l'importer dans un modèle, bah ça marche qu'en tabulaire, donc vous ne pourrez pas l'importer dans un modèle multidim. Et enfin, Sandra en a parlé un petit peu tout à l'heure, quand on vient du monde relationnel, c'est vrai que le langage DAX est peut-être un petit peu plus naturel puisqu'on manipule des tables et des colonnes, contrairement au MDX où là on a besoin de rentrer dans une notion de multidimensionnel, voilà, qui peut aussi être un petit peu plus difficile à acquérir pour des personnes qui sont plus l'habitude du monde relationnel. Malgré tout, il y a quand même pas mal de points forts aussi pour le multidim. Sinon ça serait trop facile. Le premier point fort, je pense que c'est la volumétrie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un projet qui fait des centaines de terabytes, quelques terabytes, le tabulaire il peut le prendre, il n'y a pas de souci. Par contre, si on est vraiment sur des centaines de terabytes, là, le choix il est vite fait. Vous allez passer sur du multidim. On a un certain nombre d'options de modélisation qui sont quand même plus facile à mettre en place avec du multidim, puisque c'est des options accessibles depuis l'interface de création. Donc je pense par exemple aux parents-enfants, les parent-child, le many-to-many, tout ce qui est role-playing ou semi-additive. Voilà, c'est des choses qui sont peut-être plus faciles à mettre en place via l'interface, alors qu'en tabulaire, on est obligé de faire du DAX pour recréer le même comportement. Il y a quelques fonctionnalités qui, elles, ne sont présentes que en multidim, notamment le write-back. Si vous voulez faire de la stimulation avec des personnes qui veulent ressaisir des valeurs au sein du cube, ça c'est pas présent en tabulaire. Tout ce qui est traduction, action et scope également, même si on va voir quelques add-ins tout à l'heure avec Didier qui permettent de recréer ces comportements, mais en tout cas par défaut dans l'outil c'est pas livré avec. Et enfin la partie roll-up que j'ai mis en dernier, non pas parce que c'est pas important, mais parce que tabulaire peut quand même faire du temps réel. C'est juste qu'on va voir qu'il y a un certain nombre de limitations aujourd'hui, que j'espère qu'ils seront levées dans le futur, mais pour l'instant, voilà, c'est quand même un fait. On n'a pas un équivalent finalement du roll-up vraiment complètement opérationnel aujourd'hui dans tabulaire, ou en tout cas à iso-fonctionnalité avec ce qui se fait dans multidim. Donc finalement, quels sont parmi tous ces critères les plus importants? Le premier déjà, ça va être la version de SSAS. Si vous êtes sur une version inférieure à 2012, le choix ne se pose même pas, puisque tabulaire n'existe qu'à partir de 2012. Bon, cela dit, ce ne sera pas le choix de SSAS votre principale préoccupation si vous êtes encore en 2008 ou 2008 R2. Il y a des supports étendus déjà sur l'outil, donc je pense que la migration va être une préoccupation qui va arriver assez rapidement. Si vous êtes en 2012, donc on peut arriver sur les choix suivants. Si votre choix se basait uniquement sur certaines rumeurs que vous aviez pu avoir à l'époque où le tabulaire était sorti, sur le fait que le tabulaire remplaçait le multidim, c'est pas le bon critère, parce qu'en fait les deux modèles
vont bien coexister ensemble, ils répondent à des projets un petit peu différents. Voilà, on a vu un petit peu les points forts de chacun. C'est des outils qui sont complémentaires et on peut vous assurer que Multidim est bien encore vivant et adresse encore un certain nombre de projets aujourd'hui de grosse taille. Donc ça ne peut pas être le critère qui va dire voilà, je vais passer sur du tabulaire parce que Multidim est mort. Il faut vraiment être clair sur ce sujet-là. Donc c'est pas un critère déterminant, il est encore bien vivant. Celui qui va être beaucoup plus déterminant, ça va être la volumétrie, on en a parlé. Les fonctionnalités, Multidim only, c'est clair que si vous voulez faire du write-back, vous n'aurez pas le choix. Donc il faut bien passer en revue tout ce qui est, j'allais dire, Multidim only. Et s'il n'y a aucun bloqueur, là pour le coup, vous aurez le choix entre les deux. S'il y en a une des features que vous devez obligatoirement implémenter, là le choix est vite fait. Les connaissances des équipes, si vous avez des équipes qui sont déjà formées sur Multidim, qui sont expertes sur le sujet, autant en profiter. Si le projet peut être fait soit dans les deux, finalement, autant qu'ils utilisent le langage qu'ils connaissent, s'ils connaissent bien le MDX. Et enfin, le besoin temps réel. Je l'ai un peu abordé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de limitations sur le directory en tabulaire. Donc, si vraiment votre besoin, c'est d'avoir du vrai temps réel, je parle le temps réel à la seconde près, orientez-vous aujourd'hui plutôt sur du Multidim en attendant de voir ce qu'il y a dans la prochaine version. Voilà. Bon, c'était vraiment un bref rappel très rapide sur ces éléments de comparaison. On a un white paper qui est disponible à cette adresse. Vous retrouverez du coup dans les slides l'URL qui présente sous forme de tableau. Donc là, j'ai mis qu'une petite partie du white paper, mais il y a un ensemble de 3 ou 4 tableaux qui redressent la liste finalement des features et qui à chaque fois dit ça c'est bien en tabulaire, ça c'est bien en Multidim ou c'est bien dans les deux. Voilà. À chaque fois comme ça, on peut comparer vraiment feature par feature et en fonction des critères de votre projet. Alors je vous propose du coup maintenant de passer... Hop, je vais m'écarter. Je vais vous proposer de passer la parole à... C'est vraiment assez insupportable. Je passe la parole à Didier du coup qui va nous faire l'honneur de venir expliquer aujourd'hui, d'apporter un petit peu ses retours d'expérience suite à un certain nombre de cases qu'il a pu traiter au support. Donc des recommandations issues du terrain et qui, à mon avis, vont vous intéresser si vous êtes sur des projets tabulaires actuellement. Je vais peut-être prendre le micro comme ça, ce sera plus rapide. Alors, je vais juste dire une petite chose sur ce qu'a dit Aurélien 2 minutes avant. En fait, le cube tabulaire le plus gros au monde, à notre connaissance, il fait 900 gigaoctets. Et 900 gigaoctets, c'est un client américain. Ça pose déjà énormément de problèmes. Je pense qu'on est un peu arrivé à la limite de ce qu'on peut faire en tabulaire. Donc en fait, de toute façon, si vos données compressées, elles font plus d'un téra, le tabulaire, il faut l'oublier. Oui, compressé, c'est bien ça. Compressé, bien sûr, oui, absolument. Alors, maintenant, au niveau des recommandations, les questions qui reviennent le plus souvent, ça concerne déjà le choix du matériel. Qu'est-ce qui est déterminant par rapport à un modèle multidimensionnel dans le tabulaire, dans le choix du matériel? Donc déjà, le prix va déjà être important, puisque sur une machine, les processeurs et la mémoire, je dirais, représentent souvent 80% du prix total, surtout les processeurs. Privilégier d'abord la vitesse du processeur. Tabulaire, c'est CPU intensif, ça utilise énormément le CPU à tout bout de champ. Donc recommander plutôt des processeurs rapides. Ensuite, en critère suivant, ce serait donc les vitesses d'échange avec la RAM, puisque effectivement on est dans un modèle in-memory, il va falloir absolument qu'il aille chercher des données en permanence dans la mémoire. Donc il faut des interfaces avec la mémoire qui soient très rapides. Les tailles du cache viennent seulement en 3e position. On commence à voir maintenant des caches de niveau L4 qui apparaissent sur certains modèles de processeurs Intel. Seulement après le nombre d'unités d'exécution, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'unités d'exécution, par exemple 10 unités d'exécution sur un processeur, si ce processeur il a une vitesse maximum de 2,8 GHz. Ça ne sert absolument à rien du tout.
vaut mieux privilégier la vitesse d'abord, et généralement c'est comme ça que c'est présenté. Si vous regardez les tableaux Intel, vous apercevez que les machines les plus rapides en termes de fréquence, ce ne sont pas les machines qui ont le plus de processeurs. Par contre, celles qui ont le plus de processeurs et le plus de cache, ce sont les plus chères. Justement, ce n'est pas les plus chères qui sont les plus intéressantes pour tabulaire. Donc autant tenir compte de ça. L'hyperthreading, alors l'hyperthreading, c'est un sujet récurrent chez nos développeurs. En gros, ils disent testez-le, mais c'est pas censé apporter une grande aide. Voilà. Donc entre choisir un processeur qui a de l'hyperthreading et celui-là qui n'en a pas, en fait, vaut mieux pas l'acheter. C'est pas grand intérêt. Il n'y a pas d'optimisation qui est faite au niveau du code SSAS spécifiquement pour l'hyperthreading. Donc on peut très bien imaginer, en fonction de ces critères-là, que si par exemple on est dans une architecture où on a une base qui n'est pas immense, donc qui peut tenir par exemple sur un petit blade, de multiplier le nombre de blades, donc des petites machines, démultiplier, et sur lequel on va répartir la charge de traitement, de fonctionnement en parallèle. Alors on va voir après quel outil on va utiliser pour faire ça. Encore sur le matériel, donc il faut savoir qu'en tabulaire, il n'y a pas de gestion spécifique au NUMA, contrairement au multidimensionnel qui lui sait le faire. Donc aujourd'hui, une machine NUMA en tabulaire, c'est pas ce qui va y avoir de plus performant, donc on ne le conseille pas. Donc là encore, on revient bien sur le fait que ça va être des machines plus petites. On ne va pas leur demander de gérer des quantités de mémoire de plus d'un téra, par exemple. C'est pas tellement le cas. On n'a pas d'affinité par processeur, mais ça, on a un moyen de le contourner, je vais en parler après. Donc, on a une memory, voilà. Et très important aussi dans le choix des machines, dans une architecture d'entreprise importante, où on va avoir une machine de production, une machine de développement ou de Q&A et des machines de test, il faut faire attention au choix de la mémoire, puisque en fait, on peut se permettre d'avoir moins de corps sur des machines de test ou de développement. Par contre, au niveau mémoire, il faut avoir au moins la même quantité de mémoire partout. Donc ça, c'est un piège récurrent. Effectivement, la mémoire, ça coûte cher, donc il faut l'intégrer dans ses coûts au départ, qu'effectivement, les machines de test, ça ne peut pas être des petites machines comme ça. Voilà. Le SSD, c'est une question aussi qui vient de manière récurrente. Alors, le SSD peut être intéressant dans certains cas. Il faut vraiment que la base, elle dépasse un certain seuil, la base compressée. Donc, il faut qu'elle dépasse un certain seuil pour que ça soit pertinent. Dans le cadre du client qui a une base de 900 Go, il utilise du SSD, effectivement, ce qui lui accélère beaucoup le chargement de la base. Mais c'est des cas particuliers. Alors, on a un paramètre aussi qui permet de demander à SSAS d'utiliser le fichier de pagination. Alors ça, c'est un paramètre qui est vraiment réservé si on n'a pas le choix. Bon, dès qu'on l'utilise, les performances s'écroulent. Donc c'est vraiment le mauvais choix. Si on veut faire des performances, il ne faut pas partir comme ça. Au niveau logiciel, la règle que l'on recommande maintenant, c'est toujours installer dernier service pack, dernier cumulative update, de suivre les cumulative updates le plus possible. Chaque cumulative update apporte des améliorations sur le tabulaire. Des fois des améliorations importantes. Par exemple, sur Analysis Services 2012, SP2, on recommande fortement de mettre au moins le Cumulative Update 1, qui contient une optimisation importante. Voilà, aujourd'hui, on doit être au numéro 4, si j'ai bonne mémoire. Alors, l'environnement en machine virtuelle, oui, ça a été testé avec Hyper-V. On a des clients aussi sous VMware. Ça pose aucun problème. Les différences de performance, c'est de l'ordre de 5% de différence. C'est ce que j'ai pu tester sur de l'Hyper-V. Donc, c'est assez mineur. Et en plus, l'avantage de cette virtualisation, c'est qu'avec cette virtualisation, si on a une machine qui fait du NUMA, on va pouvoir, à travers les configurations de virtualisation, lui dire d'utiliser que certains processeurs donc, qui sont sur le même NUMA, et donc d'avoir cette affinité. Voilà. Et ce qui est fortement recommandé.
Aussi, point d'attention avec l'antivirus, ça c'est un grand classique, hein, c'est les mêmes recommandations qu'on a en tabulaire et en SQL Server, hein. Exclure les fichiers et les binaires de SSAS de l'antivirus. Au niveau logiciel aussi, donc, on supporte des systèmes de distribution de charges. Alors il faut que ces systèmes soient vraiment orientés session TCP/IP et surtout ne fassent pas proxy par exemple. Donc essaye pas de changer les trames parce que ces trames en fait elles sont encryptées, elles sont compressées encryptées, donc ça n'a pas grand intérêt. Voilà, le firewall de Windows il supporte ça sans souci. Alors, ensuite, pour rentrer plus dans le détail au niveau de la conception, on va rentrer dans les détails pas à pas. La stratégie de processing, très importante, comme l'a souligné Sandra. En fait, il faut savoir que le moteur tabulaire travaille sur des segments qui font par défaut 8 millions d'enregistrements. Et on peut le changer par paramètre, je vais le montrer après. Et en fait, on peut très bien avoir tout mis sur une seule partition qui contiendra, mettons, 100 millions de lignes. Le moteur va de lui-même découper ses opérations binaires sur plusieurs segments et faire marcher les threads en parallèle. Alors, toutes les opérations ne sont pas parallèles, mais les opérations de base, donc les opérations sur le moteur Vertipack, elles le sont. Aujourd'hui, sur le processing, il y a un point d'attention qui revient aussi régulièrement, c'est le fait qu'on ne peut pas processer ces partitions en parallèle. Pardon. Oui, sur une table qui a plusieurs partitions, quand on demande à faire un process de l'ensemble de cette table, les partitions vont être processées une à une. Elles ne vont pas être processées en parallèle. J'espère qu'un jour, ils vont nous enlever cette limite, parce qu'elle est un peu embêtante. Donc il faut faire attention, c'est que sur une table, par exemple, comme le cube Vinci, où il y a une table de 150 millions de lignes, un full process de la base, en gros, ça va prendre le même temps que de faire un full process de la table la plus grande. Donc c'est un point à tenir compte, surtout lorsqu'on a des très grosses tables. En fait, le point important, c'est de bien hiérarchiser ces opérations de processing. Donc, le process-add à utiliser pour un processing très régulier, par exemple dans le cas de Vinci, tous les quarts d'heure, on va le faire sur une partition qui va représenter vraiment les données qui viennent d'être mises à jour. Et donc, c'est forcément des petits volumes. Il faut que ce soit des petits volumes. Le process data, donc lui, va pouvoir être fait sur une table ou sur une partition. Donc le process data, en fait, il ne crée que les structures de base au niveau de la table, mais il ne permet pas ensuite de lier cette table aux autres. Si on veut lier cette table aux autres, il faut utiliser un process recalc en fin de phase de processing. En fait, dans une architecture où on veut justement que les utilisateurs ils aient toujours une base accessible, il convient à ce moment-là de mettre ces process data et ce process recalc, il n'y en a qu'un process recalc, au sein de la même transaction. Comme ça, la nouvelle base qui est terminée, elle sera mise en ligne une fois que le process recalc sera fait, et donc les liens entre les tables seront établis. Si on fait un process data sans faire de process recalc derrière, en fait, si on interroge une table, ça marche. Par contre, si on essaye de faire une jointure entre deux tables, il renvoie une erreur en disant qu'il manque les structures de liaison. Voilà. Le process full à faire une fois de temps en temps, ça peut être intéressant. Il faut savoir aussi qu'il y a une opération qui peut être faite régulièrement la nuit. C'est un process diffrag. Alors c'est particulièrement important si vous avez utilisé du process add. Le process diffrag, en fait, il va essayer de réorganiser les structures et les statistiques de manière à ce que pour la journée suivante, tout soit cohérent. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'option qu'il faut utiliser aussi de temps en temps. Voilà. Sur la modélisation, donc, le point le plus important,
un des points les plus importants, c'est quand c'est possible, de faire les calculs au niveau du processing. Donc d'éviter de faire le calcul. Par exemple, si vous avez une colonne qui représente une somme de 3 autres colonnes, autant l'intégrer dans le processing tant qu'à faire. Désavantage, ça augmente la taille du modèle. Donc il faut voir si effectivement ce temps de calcul versus le fait que le modèle augmente en taille, c'est quelque chose qui est acceptable. L'informatique, c'est toujours ça, c'est un choix entre le pire et le moins pire. Voilà. Donc il faut toujours trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Éviter de faire... alors, intéressant surtout lorsqu'on a un calcul qui fait référence à une autre table. Donc si cette autre table elle est petite, autant faire ce calcul aussi au niveau du processing. Donc c'est juste une jointure qui sera faite au niveau du processing. Par contre, on va éviter de faire des références de table dans le moteur lorsqu'on va l'interroger. Regrouper des tables de fait, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut envisager. Le but est d'obtenir donc un schéma en étoile le plus possible, sachant que la compression va vous aider justement à ce que ça n'explose pas en termes de volumétrie. Voilà. Donc il faut vraiment jouer là-dessus au maximum pour avoir les meilleures performances. Il faut aussi bien vérifier ces calculs, enfin les relations au niveau des formules et des calculs. Alors ça vient du fait que lorsque vous établissez une relation entre deux tables, vous n'avez pas d'indication de qui est la table primaire et qui est la table secondaire. Il n'y a pas de notion de one to many. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, j'espère qu'un jour va être levé parce que c'est un peu embêtant. Donc du coup, il faut bien faire attention lorsqu'on fait ces calculs, de ne pas faire ces calculs à l'envers. Voilà. Donc on part des mesures qui sont normalement dans les tables de fait, on va aller chercher les tables de dimension. Si on a besoin de faire l'inverse, il faut savoir que ça aura un coût. On peut le faire, mais ça aura un coût. Voilà. Dans les formules de calcul, le moteur est assez souple à ce niveau-là, donc on peut séparer, par exemple on a une table qui contient un certain nombre de mesures, on peut placer ces mesures dans une autre pseudo-table technique, où en fait il n'y aura pas vraiment de données dedans, mais qui va juste servir en fait à séparer un peu les choses et à faciliter la navigation. Il ne faut pas hésiter à les décomposer en plusieurs étapes. C'est-à-dire quand vous avez vraiment, c'est un peu comme la programmation, si vous avez une fonction qui est très longue, qui est très difficile à comprendre et à maintenir, là où vous pouvez la découper, le moteur va se recharger de remettre tous les bouts ensemble et de les remettre de manière optimum quand il va générer le plan d'exécution. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure d'une requête qui semble complexe et on s'aperçoit qu'au niveau du plan d'exécution, tout a été remis ensemble. Ne pas hésiter à définir des fonctionnalités, un sous-ensemble pour une fonctionnalité, ça c'est quelque chose qui est généralement très intéressant. Dans les pièges classiques, attention au if, à la fonction if, qui est très pratique. Par contre, dès qu'on a un calcul qui fait un if, un deuxième, un troisième, quand on arrive à un certain niveau d'imbrication des if, que ce soit dans la même mesure ou dans des mesures qui sont appelées les unes les autres, en fait, le moteur, il a tellement de choix de branches qu'effectivement, à un moment donné, ça explose complètement. Donc voilà, il faut essayer de se dire, voilà, si j'ai trop de if, est-ce que je ne peux pas prendre une partie de ces if et les mettre au niveau du processing. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, je dis qu'il ne faut pas qu'il y en ait des quantités trop importantes. Au niveau des paramètres qu'on recommande assez couramment sur tabulaire, alors déjà un paramètre plus au niveau de l'installation qui est de séparer le dossier de data et le dossier temporaire. Le temporaire, c'est ce qui va être utilisé pour le processing. Donc ça, c'est pour faciliter les temps de processing. On a aussi eu plusieurs incidents où en fait on s'apercevait qu'au bout de quelques jours, le moteur tabulaire, ses performances décroissaient. C'est-à-dire sur une même requête qui retournait le même résultat, quand le moteur venait de démarrer, on avait 5 secondes de temps de réponse,
et au bout de 5 jours, le temps de réponse y passait à 10 secondes. On sait pourquoi. Le développement travaille là-dessus, et en fait, on a trouvé un moyen de contournement qui consiste à utiliser, à jouer avec les fonctions de heap, avec les fonctions d'allocation de mémoire, et en fait à demander à revenir pour certains types d'objets à une allocation faite dans SSAS. Donc ça permet d'avoir vraiment une stabilité dans le temps qui est importante. J'en parlais avant avec la taille des segments aussi, le fait que par défaut on travaille sur des segments de 8 millions d'enregistrements. Alors on voit aussi ce truc-là qui a un effet, par exemple, lorsqu'on compare un rapport Power Pivot avec un rapport qui est fait à partir de tabulaire. On s'aperçoit qu'en fait on n'a pas tout à fait les mêmes temps de réponse, et en fait ça vient du fait que quand vous êtes dans Power Pivot, par défaut ces segments ne font qu'1 million d'enregistrements. Et donc bizarrement, parce qu'on a des clients qui sont amusés à faire des tests comme ça avec des valeurs très différentes, la tendance c'est de trouver quand même des meilleurs résultats en dessous de 8 millions, à 4 ou 2 millions. On pourrait penser que c'est vers le haut que c'est bon, mais des fois aussi c'est vers le bas que les résultats sont meilleurs. Donc en gros, il faut les tester. Le mieux, c'est de les tester par puissance de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Voilà. Voilà. Donc aussi, très important, l'outil Profiler qui permet de voir le plan d'exécution. Je vais présenter un outil en preview qui va sortir, j'espère, incessamment sous peu, qui est fait par la communauté BI et qui va permettre de visualiser ces plans très facilement. Pensez à faire un clear cache pour voir les plans, sinon on ne les voit pas. Et en fait, ce qu'on va rechercher à travers les plans d'exécution, ce sont les opérateurs qui indiquent qu'on a réalisé un maximum d'opérations au niveau le plus granulaire du moteur. C'est-à-dire, le moteur, donc c'est Vertipack, hein, c'est son nom de code quand il a été développé il y a quelques années. Après, il s'appelait X-Velocity. Et en fait, les opérateurs qui composent ce moteur ont tous un suffixe Vertipack. Voilà, Scan Vertipack, Group by Vertipack, il y en a une petite quinzaine. Il y a un article en fait qui est fait par un des papas du moteur qui s'appelle Jeffrey Wang, qui détaille ces différents opérateurs, ce qu'ils font, comment ils marchent. Le lien était assez long et difficile, j'ai préféré le mettre sous cette forme-là, parce qu'il est très facile à mémoriser, enfin je pense qu'il est très facile à mémoriser, très facile à retrouver, et lui en fait a bien détaillé en fait toutes les opérations que l'on peut avoir au niveau du moteur. Voilà. Alors au niveau piège, on a régulièrement des retours clients qui ont un petit souci d'utilisation. Alors c'est vrai que malheureusement toi tu vois que les les retours clients je vois beaucoup qui ont des problèmes. Voilà, je vois beaucoup les problèmes et heureusement de temps en temps les succès. Ça fait plaisir. Donc, finalement c'est une vue peut-être plus restreinte finalement de tous les projets qu'on peut avoir, mais voilà, c'est normal au support d'être contacté quand ça va pas. Ça fait plus de 20 ans de support et effectivement on voit toujours que les problèmes essentiellement. Donc je vais accélérer parce qu'en fait je vais pas avoir le temps de faire les démos. Un des points particuliers, c'est Direct Query. Il y a énormément de limitations, je les ai listées là. Je pense qu'il n'y a pas que ces 6-là. Un aussi qui est moins connu, c'est le fait qu'une requête DAX, quand une requête DAX doit retourner quelque chose, il ne peut pas retourner quelque chose qui fait plus de 2 milliards d'enregistrements. En fait, chaque enregistrement est dans une structure qui est un entier 32 bits. Et cet entier, on ne peut pas l'agrandir, malheureusement. Donc on peut avoir des tables de partition de plus de 2 milliards d'enregistrements. Par contre, ça veut dire que quand on va interroger cette table qui contient plus de 2 milliards d'enregistrements, il faut systématiquement ajouter un filter ou un summarize pour dire ben non, je veux qu'un sous-ensemble de cette table qui retourne moins de 2 milliards. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent empoisonner la vie. J'ai cité les limites d'Excel parce qu'en fait, Excel est, je pense, l'outil utilisé par 90% des clients pour faire plein de choses, des exportations, voilà. Mais en fait, il faut savoir que cet outil lui-même a des limites. Alors, ce n'est pas spécifique au tabulaire, hein, on a le même problème en multidimensionnel, mais c'est bon de les rappeler parce que c'est un cas assez récurrent.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des choses qui marchent très bien, pas que du mauvais. Je cite toujours l'expression d'Alberto Ferrari, donc qui est une des personnes la plus active sur la communauté tabulaire. Voilà, DAX, c'est simple, mais c'est pas facile. Voilà, effectivement, c'est très facile c'est très simple à aborder. Par contre, ça peut devenir très vite cauchemardesque. J'ai eu plusieurs retours clients qui m'ont dit, voilà, lorsqu'on fait des calculs soi-disant simples, c'est-à-dire où il n'y a pas de if imbriqué, de choses comme ça, par exemple là, c'est des calculs sur des coefficients, le moteur travaille très très bien. C'est-à-dire qu'il arrive à réorganiser son calcul, à descendre sur chaque segment au niveau le plus bas et à paralléliser tous ces calculs en même temps sur la machine. Donc là, on arrive même à quelque chose qu'on ne sait pas faire en multidimensionnel quand on a des expressions comme ça. Parce que multidimensionnel, le Formula Engine, il est toujours monothreadé, quoi que ce soit qu'on fasse. La seule chose qui est multithreadée en multidimensionnel, c'est le Storage Engine, mais ça ne descend pas au niveau du Storage Engine sur un multidimensionnel. Tabulaire, c'est le descendre au niveau segment, donc il sait paralléliser ce type d'expression. Les conversions monétaires, parce que donc c'est une multiplication, aucun problème. J'ai parlé des problèmes de if. Il faut savoir qu'il y a possibilité d'optimiser un peu le if dans certains cas de figure. Avec cette astuce-là, voilà, c'est les développeurs qui nous ont dit ça. Il faut savoir que si la mesure m, elle est vide, de faire des opérations de division et de multiplication sur une valeur vide, ça donnera toujours une valeur vide. Donc en fait, ça n'a pas d'impact. Il n'y a pas de problème à faire ça. On a une communauté qui est très 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 prolifique. Je vais montrer quelques-uns des outils qui vont arriver. Alors, je vais présenter 5 outils, mais par contre je vais faire des démos que 2 parce qu'on manque de temps. Le premier, donc, c'est un outil permettant d'avoir des dashboards et des rapports d'activité sur Analysis Services, qui marche aussi bien en multidimensionnel qu'en tabulaire à quelques exceptions près. Un outil qui est en cours de développement qui permet donc de faire des tests de stress et qui permet aussi qui permettra à terme aussi de trouver des problèmes de non-régression. Donc typiquement quand on installe un service pack ou quand on installe une nouvelle version de SSAS, de voir s'il n'y a pas quelque chose qui change dans les résultats. Alors peut-être juste une précision peut-être sur les 2 premiers oui. outils qui sont des outils qui aujourd'hui ne sont pas publics, mais si on parle du premier par exemple, qui sont mis à disposition dans le cadre des interventions dont je parlais tout à l'heure, du support premier, Microsoft. Voilà. DAX Studio V2, donc le développeur va pas tarder à le mettre en ligne, donc qui intègre, qui facilite énormément la vie pour les gens qui écrivent du DAX. Je cite quand même BDS Helper, donc qui est un des outils les plus connus en tabulaire et en multidimensionnel, qui a énormément de fonctionnalités qui ne sont pas supportées par Microsoft. Mais malgré tout, il y a quand même des choses dedans qui peuvent être intéressantes et qui vont vous aider dans vos projets. Et ASLB, donc Analysis Services Load Balancing, ça c'est notre solution à privilégier même par rapport au failover cluster pour distribuer la charge. Alors évidemment, on peut distribuer la charge lorsque toutes les bases sont en read-only, Pas question de faire ça lorsqu'on a du write-back. Enfin, c'est plus compliqué à faire lorsqu'on a du write-back. Mais ça, c'est le type de solution où justement, on a des bleds, donc des petites machines, pas chères. On démultiplie donc ces machines, c'est des clones. On peut imaginer que c'est une même image que l'on déploie sur X machines au niveau OS, c'est le même image au niveau OS. Et puis, cet outil ASLB, en fait, il va faciliter la vie pour distribuer la charge entre les nœuds. Alors, sur le dashboard, je le présente juste très rapidement. On va collecter un certain nombre d'informations, donc compteur de perf, les vues de données, des événements au niveau Windows. On va même collecter les règles d'analyse du Best Practice Analyzer. Donc ça, c'est un truc intéressant, puisque quand vous avez un développeur qui est quelque part et qui vous publie une nouvelle base, il ne regarde pas forcément si sa nouvelle base, elle suit les bonnes règles de développement. Cet outil-là va vous le dire. Il va vous dire, attention, là, la base, là, il manque une clé à tel endroit, ou il y a un membre par défaut qui n'a pas été défini. Voilà. Par exemple, le piège typique sur une dimension temporelle, il y a généralement un niveau all, qui est le niveau par défaut, qui est rarement désactivé. Et
il faut toujours définir comme membre par défaut une année. Donc, c'est intéressant que l'outil dise, bah voilà, attention, sur la dimension temporelle, il n'y a pas d'année par défaut définie. Ce qui fait que chaque requête, elle va par défaut agréger toutes les années. Donc, ça veut dire potentiellement prendre toutes les partitions, ce qui n'est pas idéal. Donc, juste sur ce SAS Dashboard, donc c'est un outil qu'on met à disposition de nos clients premiers. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes déjà client premier ou vous souhaitez le devenir, n'hésitez pas à venir me voir en fin de session, je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur les modalités. Voilà. Alors, le résultat en finale, donc on a des courbes, généralement c'est assez parlant, on a des détails par base, par chaque objet, le top des requêtes, donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant à récupérer. La base qui contient toutes ces informations-là, c'est une base SQL, qui est très facile à aborder, donc on peut très facilement se plugger dessus. On a beaucoup de clients qui le font et se font leur propre rapport SSRS pour avoir tous les jours leur tableau de bord, savoir comment s'est passée la journée en termes d'utilisation. Voilà. Alors, pour l'outil suivant, là je vais faire une démo. Donc c'est un outil qui est pour l'instant même pas une alpha, qui permet en fait dans un premier temps de charger un serveur SSAS, dans un deuxième temps qui aidera à détecter les goulots d'étranglement et ensuite dans un autre temps futur à identifier tout ce qui est problème de régression. Je vais essayer de repasser sur le micro pour avoir les deux mains. Alors juste sur... Tu le poses juste, je pense que t'as pas besoin de... Il n'y a pas de bouton, tu le poses et... Alors juste sur cet outil... Donc, c'est redoutable. Je vais parler fort. Ça sera plus facile. Là, j'ai besoin de peut-être le mien, ouais. Allô non. Okay. Alors, en fait, j'ai surtout besoin de juste pendant que tu récupères la main, sur cet outil, donc aujourd'hui c'est un outil qu'on ne met pas à disposition à nos clients parce que comme Didier l'a dit, c'est quelque chose qui est encore en cours d'optimisation. Par contre, si aujourd'hui sur certains modèles vous rencontrez des difficultés en termes de performance et que vous souhaitez identifier les goulots d'étranglement, voilà, sachez que via un case au support de type advisory, on est capable de faire tourner l'outil sur votre modèle et de vous faire un premier retour, même sans avoir l'outil chez vous. Voilà. Donc, je vais afficher. Donc, j'avais préparé effectivement un script. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite base de données classique. Oui. Il est éteint, c'est ça? Comme solution. Continue. Ah, d'accord, merci. Donc, j'ai pris une base de données classique. C'est AdventureWorks en mode tabulaire. J'ai joué quelques requêtes dessus, j'en ai je crois une vingtaine, que j'ai enregistrées dans une trace profiler, chargé cette trace profiler dans SQL Server. Donc maintenant l'outil en fait, qu'est-ce que je vais y dire? Je vais y dire d'aller chercher la table trace dans SQL Server. Voilà. Voilà, je lui dis de se connecter. Alors comme je suis gentil, j'en ai créé qu'une, donc comme ça c'est tout prêt. Je vais y dire maintenant, vas-y, joue-moi sur 24 threads. Cet ensemble, il y en a 22 des requêtes. Voilà. Donc, normalement, quand ça marche bien, c'est l'effet démo, évidemment, ce matin. Quoique. Oui, ça ne marche pas. Je vois que les 22 requêtes ont été lancées et il ne se passe rien. D'accord, c'est vraiment l'effet démo. Ça marchait hier soir. Ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Bon. Voilà, d'accord. Bon, effectivement. J'ai peut-être pas lancé... Oui, alors oui, autant pour moi. J'ai été trop vite. Voilà, le stress, c'est parce qu'en fait, je ne l'ai pas lancé en boucle, j'ai juste demandé de lancer 22 requêtes. Maintenant, je vais cliquer là-dessus, sur ce bouton-là, je vais dire maintenant, ces 22 requêtes, on va les lancer en boucle. Voilà, et c'est parti. Et c'est parti, et je ne sais pas pourquoi, hop, il n'a pas pris l'ordre, voilà, il va le prendre. D'accord, alors on voit effectivement la différence. Voilà, oui, il y a une petite différence tout de suite. Donc on voit que le moteur est chargé. Ça va se stabiliser. Hier soir, ce que j'ai vu, c'est que ça allait à peu près à 200-220 requêtes par seconde. C'est une machine virtuelle. C'est Hyper-V. Donc voilà, c'est une petite machine virtuelle Hyper-V avec 8 processeurs
Je ne sais même pas si dedans il n'y a pas des processeurs hyper threadés. Alors, pour ma démo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon voilà, je pourrais regarder les compteurs de performance, de voir qu'est-ce qui pourrait être optimisable pour que j'accepte plus de requêtes. Je sais déjà qu'il y a quelque chose qui va me permettre d'accepter plus de requêtes, c'est de la façon dont je me connecte à Analysis Services. On voit ici que quand je me connecte à Analysis Services pour y envoyer une requête, je précise le nom d'instance. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on demande le nom d'instance, il va aller interroger le SQL Browser pour récupérer quelle est l'adresse IP de cette instance, retourner cette information et se reconnecter une deuxième fois au bon serveur. Donc là, je vais tricher un petit peu, puisque en fait, cette instance, je l'ai paramétrée au niveau du paramètre port pour lui dire c'est l'instance par défaut. Donc en fait, il n'y a pas besoin de spécifier de nom d'instance. Donc vous avez vu, je suis à 206 requêtes par seconde. Et là, je vais y accéder en tant qu'instance par défaut, donc sans passer par le SQL Browser. Voilà. Et là, normalement, voilà, on est plutôt autour de 250 requêtes. Donc je suis passé de 200, un peu plus de 200 à 250, même 260 maintenant. Et on voit que mon temps kernel, il a même diminué entre les deux modes, tout simplement parce que je fais moins d'allers-retours entre les processus. Voilà, donc là, on a gagné en quelques secondes, gentiment, un petit 20%, même plus que ça, même. Un petit peu plus de 20%, 25%. 20. Voilà. Ça, c'est ma première démo. Voilà, donc dans une version future, ça affichera les compteurs qui semblent intéressants à étudier. Le but, ce n'est pas d'étudier tous les compteurs de performance, parce qu'il y en a énormément, mais en fait, plutôt d'indiquer ceux qui semblent évidents. Par exemple, il y a saturation des pools, il y a une file d'attente sur les processeurs qui est très longue, donc qui veut dire qu'en gros, on manque de processeurs. Voilà, il y a des constantes qui reviennent régulièrement au niveau des goulots d'étranglement et qu'on peut utiliser très rapidement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça ne remplacera pas une analyse en profondeur lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est sûr. C'est trop compliqué d'implémenter un outil qui fait une analyse live des compteurs. C'est un bon point de départ. C'est un point de départ, absolument. C'est de quoi démarrer. Alors, je vais passer très rapidement à la slide suivante, puisqu'en fait, c'est la démo suivante. Je vais introduire. Yes. Donc, voilà. Donc, c'est DAX Studio V2. Donc, DAX Studio V1, aujourd'hui, existe, je crois que c'est sur Codeplex. Oui, c'est Codeplex. Le V2 est en cours. Le développeur a déjà donné une preview à quelques personnes. Donc, vous allez avoir la primeur de le voir un peu. Il faut savoir, dans cette version-là, donc, elle existera en standalone et en version en add-in pour Excel 2013. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? On va aller ouvrir... Toc. Je vais préparer. Voilà. Donc en fait, c'est un fichier qui a l'extension DAX. C'est un fichier qui a l'extension DAX. Et quand on lance DAX Studio. Donc je me connecte à la même instance que tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, je ne voulais pas faire une démo aussi compliquée pour commencer. Donc je vais créer une nouvelle requête. Pardon ? Autant pour moi, parce qu'il y a un petit réglage qui ne s'est pas fait. Hop. Merci. Voilà. Ah, j'ai dû oublier de dire... Voilà, c'est parfait. Alors, je refais ma démo, c'est rapide. Toc. Donc j'ai été chercher un fichier qui a l'extension DAX. Voilà, il lance à ce moment-là DAX Studio. Voilà, donc je me connecte au serveur SSAS, qui est maintenant l'instance par défaut. On verra après cette petite requête très simple. Je vais déjà en créer une toute simple, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, nouveau, voilà, je me reconnecte. Donc on a un système multi-onglet. Hein. Voilà, et par exemple, je vais faire un evaluate d'une table. Je vais prendre la table customer. Voilà, donc je me contente d'aller interroger cette table
Je vais demander à voir le plan d'exécution. Voilà, run. Voilà, il me dit qu'elle a retourné 18 000 €. Et ici, je vois... Alors, voilà, la séparation n'est pas très visible. Tac. On voit ici mon plan d'exécution. Alors, on ne voit pas l'utilisation du Vertipack Scan. Ah si, pardon, il est tout au bout. On voit bien l'utilisation de l'opérateur Vertipack Scan, Scan Vertipack, pardon, qui veut dire que je suis vraiment sur l'opérateur de segment de plus bas niveau. Voilà. On peut imaginer maintenant faire des choses un peu plus compliquées. Table. Je vais par exemple rajouter un filtre. Donc, par exemple, sur mes clients, je vais dire que je m'intéresse qu'à un genre. Alors, j'ai oublié si c'était un ou deux. Pas grave, on va essayer. Run. Non. J'ai oublié une parenthèse fermante. Toc. Run. Voilà, et effectivement, c'est pas un entier, ça doit être un caractère. Voilà, j'ai retourné 9000 enregistrements. Et on voit bien que maintenant, dans mon plan d'exécution, voilà. Donc là, j'ai deux opérateurs qui ont été faits au niveau Vertipack. Et un des opérateurs, ça consistait à faire le filtre qui a été fait au niveau le plus bas. Hein. C'est la dernière ligne du plan logique. Donc j'ai fait mon filtre vraiment au niveau le plus bas, au niveau le plus atomique. Alors maintenant, on peut avoir aussi des requêtes beaucoup plus complexes. Donc là, c'est un petit exemple voilà, que j'ai trouvé dans la doc, qui est assez sympathique. Je l'exécute. Ah, j'ai oublié d'activer que je voulais le plan d'exécution. Donc je l'exécute. Voilà. Et dans son immense gentillesse, il va me donner le plan d'exécution. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui se sont faits au niveau le plus bas. Des cross-joins qui se sont faits à des niveaux plus hauts. Malheureusement, on peut pas sélectionner. Voilà. Voilà, on voit un peu le déroulement du plan, dans un plan logique et un plan physique. Voilà, je vais revenir à la presse. Merci. Voilà. Voilà. Alors, on a presque fini pour ceux qui... Parce que là, on est un peu en retard. Alors, je cite BDS Helper. Je disais que c'est un outil dont la plupart des fonctionnalités ne sont pas supportées. Typiquement, les traductions, les actions, les traductions en tabulaire. On peut rajouter des traductions en tabulaire. Ça ne traduit pas tout, mais ne s'est pas supporté. Par contre, il y a quand même quelques éléments qui vont vous aider dans la création de vos projets tabulaires qui sont à l'intérieur. Par exemple, le Smart Diff qui permet de retrouver des différences entre deux modèles. Vous avez une fonctionnalité de pré-build qui, en fait, lorsque vous le déployez, va en fait simuler le déploiement pour vous éviter d'avoir un échec au déploiement, enfin de vous prévenir que vous allez avoir un échec potentiellement au déploiement. Ça peut faire gagner beaucoup de temps. Un OZ colonne qui va permettre de savoir que vous avez des colonnes qui sont inutilisées. Les colonnes utilisées, autant les enlever du modèle, hein, ça l'allège. Voilà, donc il y a quand même des fonctionnalités dedans qui vont vous aider dans la création de vos projets, dans le déroulement de vos projets. Donc ce n'est pas un outil complètement à éliminer. Je vais parler, pour finir, donc du Analysis Services Load Balancing. En fait, son principe, c'est qu'on a un catalogue de métadonnées qui dit voilà, une base de données, tel modèle de base de données, enfin tel cube, je l'ai présent sur tel ensemble d'instances. Et en fait, il va être capable, lorsqu'il reçoit une demande d'utilisateur, d'aller récupérer cette demande, de regarder quelle est l'instance à choisir pour être redirigée et de rediriger la connexion vers la bonne instance. L'intérêt de ce modèle-là, c'est que lorsque, par exemple, vous avez des problématiques de consolidation, je pense par exemple à un client qui a aujourd'hui 8 cubes, demain qui aura peut-être plus de cubes, et qui a besoin, par exemple, certains jours d'avoir des traitements qui sont très importants sur certains des cubes, il peut très bien imaginer se dire, bah voilà, ce jour-là,
j'isole 3 machines dédiées à mon cube, parce que je sais que cette journée-là, ça va être une très grosse journée pour mes utilisateurs, et les autres cubes, je les répartis sur les autres machines. Comme ça, pendant cette journée-là, tous les gens vont utiliser en fait un pool de serveurs dédié. Voilà, vont utiliser un pool de serveurs dédié. Autre cas où c'est intéressant, j'ai une modification majeure fonctionnelle dans mon cube. Je veux que des utilisateurs puissent la tester sans que ça gêne les autres. Donc je peux très bien imaginer dédier, en fait, de créer une nouvelle base, de dire voilà, cette base, je la mets que sur 1 ou 2 serveurs, et au fur et à mesure des retours de mes utilisateurs, je continue à la déployer sur les autres. Voilà. Et donc d'avoir une approche qui est vraiment orientée déploiement pas à pas de nouveautés ou pas à pas de nouvelles fonctionnalités. Et bien on arrive à la fin. Voilà. Alors, conclusion. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu débordé sur le timing. Bon, on n'avait pas grand-chose à dire. On s'excuse dessus. Bon, moi, je voulais remercier Didier parce que c'est vrai que du coup, je crois que c'est la première fois que tu speaks sur le sujet tabular. Donc c'est bien d'avoir un retour aussi. Bon, c'est vrai que voilà, il y a un certain nombre de projets qui se passent très bien, mais c'est très bien d'avoir aussi une vue sur les points qui peuvent être bloquants et qu'on a déjà su traiter côté support. Et donc c'est bien voilà, de voir ton retour sur les quelques pièges et bonnes pratiques à appliquer sur le sujet. Je crois que tu as mis quelques liens pour conclure, pour trouver un petit peu plus d'informations. Voilà, avec les sites références que tu citais tout à l'heure. Donc là aussi, c'est dans les slides, donc vous pourrez le récupérer lorsque ce sera mis à disposition sur le site du GUS. Ce qu'on voulait faire, c'est également prendre des questions. Alors, vu l'heure, je comprendrai si vous voulez sortir de la salle. Mais par contre, en tout cas, on reste dans la salle encore un peu de temps et on sera dans le centre de conf là, juste après la session pour adresser vos questions. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions que vous voulez poser déjà en séance avant de... ou si vous voulez après les traiter en one-to-one. Bon, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et merci à Sandra et Didier du coup d'avoir participé à la session.